Bonjour, merci. La situation qui prévaut en RDC en ce moment, sur le plan institutionnel, sur le plan de l'organisation éventuelle des élections de 2023, commence à pousser les acteurs à s'exprimer. Les acteurs qui étaient hier candidats à l'élection présidentielle, candidats députés, les personnalités politiques, culturelles, la société civile s'expriment désormais à haute voix. Et nous avons décidé d'inviter sur ce plateau un ancien candidat président de la République pour qu'il puisse dire ce qu'il pense et éventuellement proposer des pistes par rapport au blocage actuel, à un jour d'ailleurs de la marche proclamée ici de Lamouka. Notre invité, c'est Alain Daniel Chekomba. Bienvenue. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes ancien candidat président de la République aux dernières élections. Vous êtes entrepreneur, gestionnaire de plusieurs entreprises ici en RDC, en Afrique du Sud et Singapour. Qu'est-ce que vous êtes devenu depuis que vous avez été candidat président et que ça n'a pas fonctionné? Vous êtes rentré ou vous gardez encore un point focal ici au Congo? Je suis rentré pour pouvoir prendre en charge mes responsabilités d'entrepreneur, mais je garde quelques points focaux en République démocratique du Congo. Et c'est pour ça que je viens de temps en temps et j'observe la situation de l'extérieur. Alors, ça a été pour vous une déception ou plutôt une expérience, cette élection présidentielle? Je pense que au départ, ça a été, comment dirais-je, ouais, ça a été une expérience et j'ai tiré de très bonnes leçons. Parce qu'en fait, j'étais le seul candidat à quitter les processus électoraux. J'avais quitté le pays le 28 décembre parce que je ne croyais pas que la machine à voter, je pouvais l'utiliser. Vous y croyez ou pas? Parce que quand on regarde votre photo, hein, je suis 14, c'était votre numéro. Ouais. À l'époque, vous croyez être élu ou bien vous avez laissé tomber parce que c'était trop difficile? Non. J'avais laissé tomber parce que je ne pouvais pas me dédire. Si j'avais dit que je ne croyais pas à la machine à voter, je ne pouvais pas aller utiliser la machine à voter pour voter, quel que soit l'entêtement ou la perspicacité de ceux qui avaient organisé les élections avec cette machine à voter. Donc je devais garder, comment dirais-je, ma liberté de pensée et ma liberté d'action. Donc surtout après avoir eu plusieurs marches qui ont occasionné plusieurs morts contre la machine à voter, aller utiliser la même machine à voter pour voter, ça allait être contradictoire par rapport à mes principes. Et qu'est-ce que vous dites de ceux qui ont accepté finalement d'utiliser cette machine? Il y en a un qui est candidat, enfin qui est président aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, ce que moi je pense, c'est que bon, je pense que si Dieu nous a mis les yeux sur le front, c'est pour regarder devant. Ce qui est important, c'est de voir les bons côtés des choses. Et les bons côtés des choses, c'était une première passation pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo. Oui, très bien. Je suis d'accord avec ça. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. La première version peut être telle qu'elle a été, mais il faut que les versions suivantes... Vous étiez où ces jours-là, lorsqu'il y a eu ces passations de pouvoir? Je pense que j'étais à Paris. Ça vous a fait quoi? Bon, j'étais encore, comment dirais-je, dans les questionnements. Vous étiez plutôt content ou vous étiez surpris de la réaction de Joseph Kabila? Non, je n'étais pas surpris de la réaction de Joseph Kabila. Je pense que, comment dirais-je, il a fait ce qu'il devait faire. Ok? Et en tant que gestionnaire d'entreprise et quelqu'un qui est habitué à prendre des décisions, nous sommes obligés de faire ce que nous sommes obligés de faire, sans état d'âme. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous décide de parler? Pourquoi vous voulez vous exprimer aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, ce qui me décide de parler, c'est quoi? C'est que nous ne pouvons pas continuer à utiliser les mêmes méthodes qui ont montré leur faiblesse, ok, et penser que nous pouvons avoir de bons résultats. Bon, nous sommes là pendant comment dirais-je, la même situation que nous avions connue en 2018, notamment les pour la machine à voter, les contre la machine à voter. Aujourd'hui, nous sommes le pour la CENI, les contre la CENI, les consensus, les votes, la marche comme d'habitude. Pourquoi on fait toutes ces histoires-là?
C'est ça la question que je me pose. Alors, moi je vais être direct un peu avec vous, Daniel Chekomba. On peut reprocher à l'ancienne génération les tergiversations depuis les années 60, ce qui était la conférence nationale, ce qui était un peu de la génération de Kengo, Tshisekedi, Mosengo, etc. Mais vous, vous êtes jeune. Tshisekedi est jeune, la plupart qui sont là sont jeunes, etc. Comment expliquer que vous reproduisez les mêmes méthodes, le même comportement qu'hier? Je pense que nous ne reproduisons pas, parce que en fait, la première passation pacifique de pouvoir s'est passée avec notre génération. Oui. Voilà, donc regardez là, en 1960, lorsqu'ils étaient partis à la table ronde, vous voyez, Lumumba, il avait moins de 35 ans, là, très jeune. Et la plupart, même Léopold II, enfin le roi Baudouin était jeune, tout le monde est jeune là. Mais ils ont quand même posé des actes. Aujourd'hui, la classe politique, à chaque échéance, fait bloquer la machine. Et ils vont aux négociations, au lieu de mettre en place une structuration des choses, ils partagent les pouvoirs. Monsieur Kassamba, je veux vous dire ce que je pense franchement. Je suis un entrepreneur et je sais à peu près ce que c'est que construire un édifice social. Ça peut être une entreprise, ça peut être une république. OK? Et pour construire un édifice social qui tienne, il faut qu'il y ait des lois qui cimentent cet édifice-là. Et ces lois doivent être respectées. Alors, chaque fois qu'on va au dialogue, c'est l'échec de la mise en place de la construction de l'édifice social. Ça veut dire quoi? Le dialogue, c'est la destruction totale de l'édifice social qui a été mis en place pour reconstruire. Et ça coûte cher en temps et en argent. Je ne pense pas que revenir au dialogue chaque fois, c'est une bonne solution. Je pense que c'est l'échec ou c'est la mauvaise gouvernance. Si je dois prendre des décisions comme entrepreneur, comme investisseur, comme dirigeant, si j'ai une maison qui a été mal construite ou un édifice qui a été mal construit, je ne vais pas tout détruire, mais je vais prendre un architecte qui va me proposer... Un langage clair, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire que... Vous voulez dire que depuis la passation de pouvoir entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, les lois ne sont pas respectées, la Constitution n'est pas respectée, la classe politique ne respecte pas les dispositions qui sont mises en place, et ils vont détruire tout ceci par les dialogues. Bah oui, parce qu'en fait, le dialogue, c'est un échec. Et ça, le président de la République doit les comprendre. S'il imagine faire un dialogue, ou s'il imagine glisser, c'est qu'il a échoué. Mais s'il y a blocage, qu'est-ce qu'on fait? Mais quel blocage? À quel niveau il y a blocage? On n'arrive pas à trouver le président de la CENI. Non, moi je pense... On n'arrive pas à mettre en place au niveau de l'Assemblée nationale des groupes parlementaires, des choses qu'il y a... Je pense que c'est un blocage imaginaire. Okay. Imaginaire Oui, je vais vous donner mon point de vue. C'est un blocage imaginaire. Et quand on est dirigeant, quand on est politicien, on doit savoir anticiper l'irrationalité des autres et anticiper sa propre rationalité. Okay. Aujourd'hui, les gens s'arrêtent à anticiper l'irrationalité de ceux qui sont au pouvoir en disant qu'ils veulent tricher, qu'ils veulent faire ceci, cela. Mais c'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Même dans la jungle, les singes dominants se donnent la liberté de contrôler toutes les matrices pour être certain. Donc vous êtes fataliste. Je ne suis pas fataliste. Donc vous pensez que, comme Tshisekedi a le pouvoir, il faut laisser faire tous les processus? Pas du tout. Je pense qu'il faut anticiper toutes les possibilités. En quoi faisant? Et j'avais parlé, même avec des grands opposants ici, j'avais dit, nous étions tous contre la machine à voter, l'ancien régime avait fermé les oreilles et vous étiez tous allés voter avec cette machine à voter. Quelle était l'anticipation? Il n'y avait pas d'anticipation. Disons qu'aujourd'hui, l'actuel régime ferme les oreilles comme l'ancien régime et met en place la CENI telle qu'il est en train d'attendre de les faire. Quelle sera l'anticipation? On va pas, le temps que nous sommes en train de passer à parler, à critiquer, à jeter les pierres, nous ne sommes pas en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut réutiliser ces machines encore? Absolument. Moi, je pense qu'il faut réutiliser ces machines pour
assurer la traçabilité. Mais vous les avez rejetés? Oui, je les avais rejetés et j'avais proposé à Nanga, au président de la commission électorale indépendante, ce qu'il fallait faire avec ces machines. C'est-à-dire? Pourquoi ces machines? Pourquoi on devait utiliser les clés ISB au lieu d'utiliser une base de données commune, les interconnecter et pouvoir suivre la traçabilité? Et aujourd'hui, avec de nouvelles technologies comme les blockchains et tout, on peut s'assurer que ces machines fonctionnent et donnent les résultats où tout le monde peut suivre qui sont les électeurs, qui on a voté de façon traçable. Mais moi, je ne m'inquiète pas, sincèrement, sur la mise en place ou la désignation des acteurs de la CENI, parce que je pense que c'est juste de la politicaille, même pas de la politique. C'est de la politicaille, parce qu'en fait... ça, non? Oui, je suis désolé, mais c'est de la politicaille. Je pense qu'il faut rester pragmatique. Les institutions se mettent en place pour que nous puissions être dans les délais, parce que ce qui est important ici, c'est d'éviter de pérenniser la culture de glissement au détriment du respect de la Constitution. Alors, M. Chekomba, il y a quand même des questions d'actualité aujourd'hui. Parmi les critères à l'élection présidentielle, vous avez été candidat. Il y a aussi, d'un côté, la nationalité, et de l'autre côté, les casiers judiciaires. Il y a Moïse Katumbi qui prétend que la loi Tchani, par exemple, proposée, ça le vise. Il y a Matata Ampogno, par exemple, qui pense que ces problèmes de justice sont faits à dessein, comme ça a été le cas avec Vital Kamerhe, pour l'éliminer à la prochaine élection présidentielle. Qu'en pensez-vous? Je vais vous répondre par une petite histoire, une toute petite histoire. En 1999, j'étais président des étudiants de l'université de Kinshasa. Okay. Et on était arrêtés, on était mis au cachot ici à Kinmazière. Alors, il y avait un policier qui était venu le matin pour nous prêcher à 4 h du matin et il nous demande de lire un verset biblique où on disait « Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne serez jamais fidèle dans les grandes choses. » Ok. Alors, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le verset biblique, mais c'est plutôt son interprétation. Oui. Alors, mon ami a lu les versets et puis le bonhomme dit « Ah, arrête-toi là. Bino nyonso bokomi awa bolobi boza ba innocent. Mais ceux qui bokomi awa c'est que bozala ki fidèle na makambo ya mike mikete. » Ok. Chacun est responsable de ses pensées, de ses actions. Vous vous rendez compte? Moi, comme Chekomba, même si on faisait voter la loi sur la nationalité, quoique je ne l'approuve pas, parce que je pense que l'enfant n'est pas responsable des amours de ses parents, ok? Et si je n'ai pas de problème avec un casier judiciaire, je ne vais pas donner des interprétations comme quoi on est en train de viser Chekomba. Donc pour vous, il n'y a pas de manœuvre politique pour éliminer tel ou tel candidat? Les gens n'ont pas été fidèles dans les petites choses. Makambo ya mike oyo bango moko ba yebi. Ok? Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'en fait, chacun... Donc vous ne soutenez pas Moïse Katumbi ni Matata Ampogno dans ce qu'ils appellent manœuvre politique pour les écarter? Je ne soutiens pas cela, clairement. S'ils étaient fidèles dans les petites choses, s'ils sont fidèles dans les petites choses, s'ils n'ont rien à se reprocher, ils seront candidats. Voilà, c'est mon point de vue. Et les manœuvres éventuelles des adversaires ou ceux qui détiennent le pouvoir, ça n'existe pas pour vous? Mais il y a toujours manœuvre contre manœuvre. Je suis dirigeant d'entreprise. Il y a toujours la concurrence. Vous vous rendez compte? Mais je ne vais pas... C'est à eux de développer des mécanismes. Oui, des mécanismes pour se protéger. Comment voulez-vous que je puisse passer tout mon temps à pleurnicher quand quelqu'un lance un produit qui est meilleur que le mien? C'est à moi de penser et de lancer un produit qui va bouffer les siens. Voilà, il faut être pragmatique. Est-ce que vous êtes d'avis que le Congo a changé avec l'état des sièges, avec l'état de droit, avec aujourd'hui ce qui s'est fait sur le plan de la gestion de la chose publique?
Je suis, comment dirais-je, je continue encore à dire. IGF. Non, non, moi je continue à dire que aussi longtemps que nous n'avons pas les instruments de mesure standardisés, ok, pour savoir mesurer l'état économique du Congo quand le président Kabila l'avait laissé, l'état social, ainsi de suite, et mesurer aujourd'hui quand le président Tshisekedi l'a pris, tous ceux qui parlent ne le font que de manière péremptoire. Qu'est-ce que vous pensez? Remettez-moi Joseph Kabila. Depuis 2001 jusqu'à son départ 2019, quels sont les acquis pour vous? Voilà, ça c'est le jour, le 26 janvier 2001, quand il a pris le pouvoir. Et la photo des tantôt, c'était, voilà, ça c'est l'une des dernières photos de Joseph Kabila au pouvoir. Il y a... Quels sont les acquis? 3 acquis. La réunification du pays, la relance économique qui s'est bien mise en place, parce que j'ai des statistiques du PNUD jusqu'en 2016, et la passation pacifique du pouvoir. Ça, ce sont des acquis majeurs. Ouais. Aujourd'hui, si Daniel Chekomba repense et lancé dans la course, parce que les élections, c'est pour... Si ça se passe bien, hein, en 2023, ça sera plus en tant que député ou en tant que président de la République? J'étais candidat président de la République parce que je pense réellement que j'ai une offre politique pour la République, pour les Congolais. Et je n'ai jamais négocié un poste quelconque avec qui que ce soit. Mais quand vous sortez aujourd'hui, ce n'est pas pour critiquer et se faire remarquer et non, ce n'est pas à la place de la diaspora qui est en train de patauger là. Non, non, ce n'est pas pour critiquer parce qu'en fait, le gouvernant, c'est l'image que le miroir renvoie de la population. Ok. C'est-à-dire? Ça veut dire que la population a choisi les gens qui les ressemblent. On ne peut pas penser, on ne peut pas aujourd'hui dire que la population est meilleure que ceux qui le gouvernent. C'est parce qu'ils se ressemblent qu'ils se choisissent. Donc vous dites, vous rendez compte? Il ne faut pas se plaindre de vos dirigeants, c'est vous qui les avez élus. Absolument, absolument. Je ne suis pas là pour flatter qui que ce soit, mais je dis, le comportement que je trouve à la cité, c'est le même comportement que je trouve à Olieu. Olieu, ça veut dire que nous partageons l'essence commune de notre vie. Les jours où les Congolais vont changer, où nous allons changer notre façon de penser, nous aurons des dirigeants que nous méritons. Et vous savez bien que chaque peuple mérite ses dirigeants. Daniel Chekomba, très franchement, vous voyagez beaucoup, Singapour, Afrique du Sud, Dubaï peut-être, ici Kinshasa. Quelle est l'appréciation que vous avez de la diaspora congolaise? Elle vous suit? Vous avez vu vous-même, il y a une certaine minorité de la diaspora congolaise, comme il y a une certaine minorité des Congolais qui respectent ce que nous appelons l'élitisme. Okay. L'élitisme? Oui, l'élitisme. La majorité des Congolais, j'étais outré, pour ne pas utiliser ces mots, quand je vis la diaspora congolaise arrêter le président de la République en cours de route pour agir comme... en Allemagne voilà, comme ceux qui sont ici, oui. On nous a fait venir, ainsi de suite, il faut nous recevoir réclamer les factures. Bon, alors on se pose la question. Ce n'est pas parce qu'on a changé la localisation géographique de sa vie qu'on a changé sa mentalité. On peut être n'importe où dans n'importe quelle localisation géographique. Vous condamnez ça? Le fait d'avoir apostrophé le président dans le couloir? Absolument. Si vous êtes allé voir le président ou si vous êtes allé l'accueillir, c'est parce que vous soutenez ses idées, vous soutenez son... C'est pas synonyme d'être payé? Non, non, pas du tout. Parce que vous pensez que l'offre politique qu'il a proposée vous convient et que vous devez démontrer votre attachement à lui. Donc vous découragez tous les Congolais dès qu'ils attendent que Félix Tshisekedi arrive dans telle ville, ils font tout pour être là où il est. Ils attendent à ce qu'on leur donne quelque chose. Il faut à tout prix décourager la culture de la mendicité. Il faut que les gens apprennent à travailler et à manger de la sueur de leur front, comme le dit la Bible. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens au Congo où l'apôtre Paul dit qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et alors, malheureusement, les gens pensent que quand il mendie ou quand il vous demande quelque chose, vous êtes dans l'obligation de lui donner. Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que vous dites de ceux qui pensent ou qui se disent, moi j'ai vu quelques observations ce matin,
et que la diaspora, elle parle beaucoup, elle insulte souvent, mais lorsqu'elle est mise devant les faits accomplis, il y a moins de résultats. Vous savez... c'est un peu ça, hein, ce que vous montrez là. Ouais, à vous de prouver maintenant. Ah ouais, vous savez, dans n'importe quelle société, il y a toujours des catégories de personnes. Oui. Ok. Moi, je pense que, bon, c'est une expression connue, hein, ceux qui parlent beaucoup n'ont pas le temps pour travailler. Vous vous rendez compte? Même sur Internet. Hein. Oui, ceux qui parlent beaucoup n'ont pas le temps pour travailler. Alors, la question qu'on se pose, quand les gens parlent, ils parlent parce qu'ils pensent qu'ils peuvent résoudre le problème, ou ils parlent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour se faire remarquer et être appelés. Je disais à un ami dernièrement, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la façon de procéder. À l'époque du président Kabila, il y avait des gens qui passaient à la télé pour insulter le président Kabila, pour qu'on les appelle, pour qu'on puisse leur donner de l'argent et qu'ils deviennent des chanteurs de ses louanges. Ok. Mais à l'époque de Félix Tshisekedi, si vous vous attaquez à lui, il utilise les talibans, ils répondent et puis après, ça diminue. Alors, il faut que cette... Quelle est la bonne méthode? Je pense que la méthode du président Tshisekedi est très bonne parce qu'en fait, il ne faut pas encourager... les insulteurs. Non, il ne faut pas encourager les fainéants. Ok? On ne travaille pas avec sa bouche, on travaille avec ses mains et son cerveau. Vous vous rendez compte? Alors, quand vous encouragez, et c'est ça que je condamne souvent, quand les gens parlent des politiciens congolais, ils disent « Ah, Owana Lobaka bien ». Non, mais... Netio, par exemple, vous êtes en train de parler là, vous soignez vos phrases et tout ça. Oui. C'est pour être remarqué. Non, c'est pas ça. J'étais déjà candidat président, je pense que je suis un peu connu. Ok, c'est pas ça. Mais je voulais, je continue. Owana Alobaka bien. Mais personne ne vous dit Owana Asalaka bien. Ok. Même dans le recrutement des ministres, dans le recrutement des hauts fonctionnaires de l'État, tout le monde a un long CV. J'étais ministre, j'étais PDG. Mais en fait, il faut nous dire qu'est-ce que vous avez accompli pendant que vous étiez ministre, pendant que vous étiez PDG. Pas de bilan. Il n'y a pas de bilan. Mais parce que j'étais un long CV, je suis docteur en ceci, j'étais ministre, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai fait ceci et cela. Mais il faut qu'on apprenne justement à évaluer les gens sur ce qu'ils ont accompli et non sur ce qui est écrit sur leur CV ou ce qu'ils disent. Alors, terminons avec une question, on va dire, que tout le monde doit se poser à la maison, là, maintenant. Daniel Chekamba, il parle bien, il est calme, il est mesuré, etc. Mais une nouvelle offre, ça sera quoi? Qu'est-ce qui va déterminer les gens à vous choisir député, président de la République si vous reprenez les mêmes méthodes qu'en 2018-19? Je pense que nous, comme je le dis, si nous sommes calmes, si on ne passe pas souvent à la télé, c'est parce que nous sommes en train de peaufiner notre offre politique que nous avions proposée aux Congolais en 2018. Moi, je pense qu'il y a la première chose à faire. Il faut déjà évaluer ce que le Congo possède. J'avais parlé de l'audit général de l'État et puis il faut éliminer les antivaleurs, c'est-à-dire... Mais c'est ce que Félix Tshisekedi est en train de faire. Je ne pense pas. Avec l'IGF, la peur du gendarme. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je me pose la question, l'IGF est en train d'agir comme les physiciens, ok? Physiciens. Je vais vous expliquer. Ça veut dire ils essayent d'expliquer la création du monde alors qu'il n'était pas là. Ok? L'IGF est en train de, comment dirais-je, d'établir les crimes qui ont été commis alors qu'ils n'étaient pas là. Ok? Et ça, c'est-à-dire... Mais il y a les archives. Oui, mais il y a ces archives. Mais la question qu'on se pose, combien d'argent l'IGF a récupéré pour les comptes du Trésor public? Moi, je suis très intéressé par ça. Alors, vous êtes plus dans du concret. Absolument. Poursuivre, c'est bien, mais il faut récupérer. Absolument, absolument. Si quelqu'un a volé et que vous avez établi que cette personne a des biens qui dépassent son salaire ou ses avoirs,
Mais vous récupérez, vous vendez aux enchères. Moi, je suis disponible pour acheter 2 ou 3 maisons à Kinshasa aux enchères. Pourquoi pas? Mais c'est plus, ils sont en train de faire de la physique théorique, ok, de l'astronomie. Il y a eu le Big Bang au départ, et puis après il y a eu... oui. C'est péjoratif. Oui, bon, c'est pas... Gilles Alinguet fait quand même du travail. Aujourd'hui, il y a même des gouverneurs qui fuient par peur d'être poursuivis. Ça veut dire que le pays... Mais si le gouverneur a fui, il est sorti de l'auberge avec tous les pactoles qu'il a encaissés, ça sert quoi aux Congolais? Parce qu'en fait... d'autres vont venir, ils vont encaisser les pactoles quand les physiciens de l'IGF va établir qu'il y a eu crime il y a 10 ans, celui-là va emporter les pactoles et il sort de l'auberge. Ça ne sert à rien. Je pense que c'est... Merci Alain Daniel Chekomba. Je signale qu'à l'IGF aussi, il y a ce qu'on appelle la patrouille financière qui gère maintenant au quotidien pour prévenir l'évasion éventuelle des fonds publics. On va vous suivre de près pour savoir qu'est-ce que vous devenez maintenant. Il ne faut pas disparaître parce que si vous sortez comme ça et que tout le monde pose son regard sur vous, il faut qu'on sache qu'est-ce que vous devenez après. Merci à vous. Dans quelques instants sur le journal, sur votre chaîne. L'émission sera rediffusée. Et puis analyse, commentaires, pourquoi pas. Et nous allons rendre compte, vous n'avez pas dit transmettre à Alain Daniel Chekomba, ancien candidat à la présidence de la République. C'est l'heure des infos sur Télé 50. Bienvenue, bonjour, Amina Bayombo. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Merci de rester avec nous pour l'édition de la mi-journée dans un instant sur votre chaîne.